Baudelaire, l'Albatros, explication linéaire. Charles Baudelaire est un poète français né en 1821 et mort en 1867. Son père mourut alors qu'il était encore très jeune et sa mère se remaria avec un militaire, ce que le garçon ne supporta pas. Il fut un élève agité et turbulent et se fit renvoyer de son lycée en terminale. Ne sachant pas quoi faire de lui, ses parents le firent embarquer sur un paquebot à destination des Indes dans le but qu'il se fasse une situation dans les colonies. Mais le bateau faisant escale à La Réunion, Baudelaire y resta plusieurs mois en profitant de la beauté de l'île et de la douceur du climat. Il dépensa tout l'argent qu'il avait et rentra ensuite à Paris. Toute sa vie, il gardera la nostalgie de la vie dans les îles tropicales, en souffrant à Paris d'une forme de dépression qu'il appellera le spleen, mot anglais désignant la mélancolie. Ayant dilapidé rapidement la plus grande partie de son héritage, il fut contraint par sa famille à travailler pour vivre et fut placé sous tutelle financière. Il publia en 1857 le recueil des Fleurs du Mal, dont il espérait qu'il lui apportât à la fois la fortune et la gloire, mais qui fut censuré. Il fut condamné à une lourde amende et le recueil dut être amputé de plusieurs poèmes. Le poème L'Albatros lui fut inspiré d'une part par ses souvenirs du voyage en mer accompli jusqu'à La Réunion et d'autre part par ses propres difficultés financières ainsi que par l'attitude de certains critiques à son égard. Dans ce poème, un chef-d'œuvre du symbolisme, l'albatros, le plus grand des oiseaux marins, capable d'accomplir des voyages extraordinaires, est explicitement comparé au poète, qui, comme lui, est un prince dans les choses les plus élevées, les activités de l'esprit, mais se trouve d'une maladresse épouvantable quand il faut avoir les pieds sur terre et affronter la foule des gens du commun. Nous allons maintenant procéder à la lecture du texte. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches, que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traînèrent à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et vol, lui naguère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Nous allons maintenant procéder à l'explication linéaire de ce poème en montrant en particulier comment Baudelaire fait de l'albatros le parfait symbole du poète. Si Baudelaire a choisi cet oiseau plutôt que l'aigle ou le condor par exemple, c'est à cause de quelques particularités bien précises. Ses ailes possèdent la plus grande envergure au monde, jusqu'à 3,40 m, et celles-ci le rendent capable d'accomplir des voyages prodigieux de plus de 20 000 km, mais elles peuvent également constituer un lourd handicap. Posé sur le sol, l'albatros ne peut décoller simplement en battant des ailes comme les autres oiseaux, du fait que les siennes touchent le sol. Pour s'envoler, il doit donc se placer face au vent et attendre d'être soulevé par celui-ci, ou bien se jeter du haut d'une falaise dans le vide. Posé sur le pont d'un bateau, il ne peut plus s'envoler. Baudelaire, durant son voyage, a assisté à ce genre de scènes, au cours desquelles les marins, ayant capturé un albatros, se moquent de ce géant incapable de décoller. Le poème est composé de 4 strophes de 4 vers en alexandrin, forme plus ample que le sonnet habituellement utilisé par Baudelaire dans son recueil. Les rimes sont croisées de type AB-AB. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers. L'adverbe de temps souvent qui ouvre le poème indique que la scène qui va être décrite est une scène banale qui se reproduit régulièrement. Mais cette banalité va se heurter rapidement à la cruauté de la chose. Le complément de but, pour s'amuser, semble nous introduire dans une scène comique qui le sera de fait pour les marins, mais qui en réalité va se révéler plutôt pathétique. Les hommes d'équipage est le sujet de la phrase qui continue au vers suivant. On a ici un rejet qui a pour but de donner de l'amplitude à la phrase. Le verbe prendre est au présent, un présent qui indique ici une action qui se répète.
Sitôt nommés, les albatros sont décrits par une périphrase, vastes oiseaux des mers, qui vise d'emblée à les mettre en valeur. L'adjectif vaste s'accorderait mieux avec les mers. C'est une figure de rhétorique qui s'appelle l'hypallage. Il se justifie ici pour mettre en valeur l'envergure exceptionnelle des ailes de l'albatros à la dimension des vastes mers qu'il est capable de parcourir. Qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. L'albatros est ici présenté comme un oiseau paisible, tranquille. L'adjectif apposé indolent signifie ici qui ne se fatigue pas, qui ne se donne pas de peine. Il se contente de suivre les navires et les marins devraient le considérer comme un compagnon, un ami. Le côté pacifique de l'oiseau met négativement en valeur la cruauté des marins à son égard. Il en va de même pour les poètes, que les gens ne devraient considérer que comme des amis, alors que la critique ne cesse de les attaquer. Les gouffres amers est une périphrase pour désigner l'océan, qui rappelle la profondeur de celui-ci et le danger qu'il y a à naviguer. La succession de ces trois termes, s'amuser, indolent, amer, marque une progression dramatique qui est celle de l'ensemble du poème, du jeu à la tragédie. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, l'adverbe de temps à peine indique la vitesse du phénomène qui va se produire, à savoir l'immobilisation de l'oiseau, le rapport de cause à effet quasiment immédiat, mais également la fragilité de l'albatros dans cette situation. Les marins déposent l'oiseau sur les planches, terme qui rappelle le théâtre. Le malheureux albatros va être contraint de faire le spectacle pour amuser les marins spectateurs. Ces rois de l'azur est une périphrase pour désigner l'albatros, laquelle sera reprise quelques vers plus bas par prince des nuées. Ces deux termes de roi et de prince se justifient par le fait que l'albatros est effectivement l'oiseau qui peut voler le plus haut et le plus longtemps dans le ciel. Azur désigne à l'origine une pierre d'un bleu intense, le lapis lazuli. Il a servi ensuite à désigner le bleu du ciel avant de devenir un symbole de pureté, d'infini, d'absolu. Les nuées désignent les régions du ciel où se trouvent les nuages. Cette expression très flatteuse est suivie de deux adjectifs apposés qui forment avec elle une antithèse, maladroit et honteux. Posé sur le pont du bateau, l'albatros n'est plus qu'un roi déchu. Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches, comme des avirons traînèrent à côté d'eux. Le verbe laisser indique la situation d'abandon et l'impuissance dans lesquelles se trouve l'oiseau. L'adverbe piteusement signifie qui fait pitié. Le verbe traîner souligne encore une fois cette situation d'abandon. La comparaison des ailes avec des avirons marque la déchéance et la chute de l'oiseau, tombé du ciel à la surface de la mer. La locution adverbiale, à côté d'eux, indique que l'albatros est comme dépouillé de son propre corps, que ses ailes ne lui appartiennent plus. Les ailes peuvent être interprétées comme un symbole de la plume du poète avec laquelle il écrit et qu'il devient brutalement incapable d'utiliser. Le poète Mathurin Régnier écrivit ainsi « Oui, j'écris rarement et me plaît de le faire, car sitôt que je prends la plume à ce dessin, je crois prendre en galère une rame à la main. » Les difficultés matérielles que le poète rencontre dans la vie de tous les jours l'empêchent d'écrire et de créer. Ce voyageur est laid comme il est gauche et veule. Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid. Ces deux vers traduisent par des antithèses la moquerie dont le malheureux oiseau est l'objet de la part des marins. Les exclamations miment le langage oral et semblent reproduire au style indirect libre les propos des marins qui s'amusent devant l'impuissance de l'albatros. Nous avons une accumulation de 4 adjectifs particulièrement dépréciatifs. Gauche signifie évidemment maladroit, veule signifie lâche, mou, ils s'opposent à la force et l'aisance de l'oiseau en vol. Comique et laid s'opposent à beau. Baudelaire traduit sans doute ici l'amertume dans laquelle a laissé l'attitude de sa famille à son égard et l'impression qu'il a probablement eue que ses proches se moquaient de lui, tout grand poète qu'il était. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant la firme qui volait. Les deux pronoms, l'un et l'autre, désignent des marins au hasard et laissent supposer que ce sont tous les marins, les uns après les autres, qui inventent de nouvelles tracasseries pour se moquer de l'albatros.
Un brûle-gueule est une pipe très courte, ainsi nommée, parce que plus le tuyau est court, plus la fumée est chaude. Les marins privilégiaient ce modèle de pipe parce qu'elle pouvait facilement se ranger dans la poche pendant les manœuvres. Les marins qui se moquent ainsi de l'albatros désignent probablement les critiques littéraires qui ont pour habitude de démolir les œuvres des poètes et éventuellement la censure qui s'attaque à leurs œuvres. Brûler la gueule de l'oiseau, c'est probablement une métaphore pour désigner le fait de faire taire les écrivains. Le vers suivant fait probablement allusion à ces critiques qui se croient obligés d'imiter le style d'un auteur pour se moquer de lui. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Cette dernière strophe explicite clairement le sens de la métaphore, comme le ferait la morale dans une fable. Les verbes sont au présent, présent qui a ici une valeur de vérité générale. L'albatros est bien le symbole du poète pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que, comme l'oiseau, il est le prince dans le domaine des idées les plus élevées. Il hante la tempête, c'est-à-dire qu'il se meut sans difficulté dans des domaines où les hommes ordinaires ne peuvent même pas accéder, comme la création artistique. Il se rit de l'archet, c'est-à-dire qu'il sait que son œuvre est hors de portée de la bêtise des critiques qui essaient de tirer des flèches contre lui. Comme beaucoup de poètes, Baudelaire est conscient de la valeur de son œuvre. Il peut penser à juste titre qu'elle passera à la postérité, quelle que soit la bêtise des critiques qui paraissent dans les journaux. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Malheureusement, comme l'albatros lorsqu'il est posé à terre, Baudelaire, dans la vie quotidienne, est un poète maudit, selon l'expression de Verlaine. Il se débat en permanence dans des difficultés matérielles épouvantables. Il redoute sans cesse le froid, la maladie, le manque d'argent, l'épuisement physique dans lequel le jette son recours régulier à la boisson et aux paradis artificiels, dont il abuse pour oublier précisément toutes ces difficultés. Il ne se sent à l'aise que dans la création poétique et se sent comme exilé dans le monde ordinaire. Il doit subir les huées tant de sa famille que des critiques, et c'est précisément parce qu'il est un poète géant qu'il ne parvient pas à s'en sortir dans la vie quotidienne. Il fustige ainsi les critiques et les censeurs qui ne savent que se moquer, mais qui sont bien incapables de produire par eux-mêmes. Conclusion. Conformément à son projet général dans Les Fleurs du Mal, qui consiste à transformer la boue en or, c'est-à-dire à transformer même les choses les plus affreuses en véritables œuvres d'art, Baudelaire a réussi à extraire la quintessence de son malheur personnel pour le transmuter en une magnifique œuvre d'art. De sa propre souffrance, il a trouvé de quoi nourrir la réflexion et l'imagination de tous ses lecteurs.